C'est pas beau ce cadre-là? C'est que ces vidéos, elles ont commencé comme ça dans ces 5 ans, 5 ans et demi, où chaque semaine, enfin 34 semaines par an, c'était pas l'usine. J'étais 2 jours à l'École nationale supérieure d'art de Paris-Cergy, et donc je dormais sur place, dans les kyriades. Bon, et le soir, dans ces heures-là, ce sas qui séparait les 2 journées avec les étudiants, j'avais pris l'habitude de poser la caméra, petite loupiote là, direct dans la chambre d'hôtel, et lire ou parler. Ça a commencé comme ça, cette affaire-là. Et ça remonte à 2015-2016, et j'ai l'impression que, zone profonde, comme dirait mon ami musicien Casper Teplitz, il travaille sur un projet là-dessus, l'endroit où quand on plonge, il plonge pas lui, mais c'est un mot spécial, mésiophytique, quelque chose comme ça, l'endroit où les plongeurs doivent savoir, la lumière commence à disparaître et la transition pile où il n'y a plus de lumière. Et ça travaillait. Alors hier, donc je suis à Valenciennes. J'ai perdu l'habitude de voyager. J'ai mal au rein, parce qu'il fallait le sac à dos, ben, j'emmène trop de choses. Ben justement, j'emmène ça, le trépied, l'appareil photo. D'ailleurs, je vais faire la captation aussi cet après-midi. L'ordi, t'as toujours un bouquin qui traîne. C'est pourrait venir juste avec la brosse à dents et puis l'iPad. Mais non, et changement à Lille, Flandre. Je remonte le TGV avec mon gros sac, il était 16h50 et on devait commencer la répète là, dès mon arrivée hier soir avec Casper qui m'attendait à la gare et le train était 17h05. Oui, mais moi, tout ce coin là, qu'on nomme désormais les Hauts-de-France, on dit toujours le Nord, moi il y a Lille, ça c'est sûr, mais autour... bon, à la limite, je connais presque mieux Tournai, Mons, Louvain, je connais presque mieux ce qu'il y a de l'autre côté. Ce qui est bizarre, d'ailleurs, parce que quand tu es un auteur de l'Ouest, finalement, tu viens un peu, j'ai eu très très peu d'occasion de venir travailler à Lille, dans le coin, et il y avait un train direct qui faisait Valenciennes, et puis, bon, mais moi, j'avais pas intégré le bon. Il était à 17h05. J'arrive au bout du TGV, voie 8 il était, et voie 6, juste à côté, un TER, 17h09, Valenciennes. Qu'est-ce que je fais? Ben, je monte dedans, et il s'arrête. Un bled, un autre bled. Alors, j'ai rien contre les bleds. Je suis passé à Saint-Amand-les-Eaux, qui était si célèbre autrefois dans les temps d'Interville, Guilux. On s'est arrêté à une gare quand je me suis aperçu que je m'étais trompé, j'avais pris le tortillard au lieu du direct et que j'arriverais avec une bonne vingtaine de minutes de retard. J'ai envoyé un petit SMS à Casper, je lui ai dit « Je suis en gare de Rosult ». Ils disent Rosu, R-O-S-U-L-T. Et peut-être c'est ça, parce que donc de Lille, vous savez, comment pour moi c'est important, tous ces lieux là, industriels, et il y avait cette fascination de passer au ralentisseur. Ça s'arrêtait dans un village, mais c'est un pays d'urbanisation continue, industrielle, et chaque fois il y avait ces petites usines, ces petites fabriques, ces immeubles, des parkings, et chaque fois pour moi ça c'est un monde, c'est une scénographie, et il y avait cette suite qui venait. Alors peut-être c'est à cause de ça. Alors l'idée en gros elle est là. Des fois j'en ai parlé, j'ai toujours on a les morts derrière nos épaules, ils sont là en permanence, des très proches, des lointains, et je m'étais dit qu'on pourrait avoir à charge chacun de faire un grand livre de ces morts, juste, même pas simplement, rien sur eux, juste le nom propre, mais l'accumulation de tous ces morts, et que ce serait presque une dette qu'on aurait laissée là, dans l'ordre dans lequel ça vous vient, quand vous recomposez là, ce massif de noms propres, et puis au bout, à un moment, c'est presque le vôtre qui suffirait de rajouter. Et là, il y a ces carnets, il y a cette tâche qui a pour moi pris une telle importance, puis autour, bon, en ce moment, là, c'est quand même beaucoup d'angoisse, se dire... Et si, dans ces carnets, je construisais aussi une sorte de répertoire,
Le répertoire des anciennes amitiés, ce ne sera pas forcément des amis, ce sera des portraits. Et puis, vous savez, comme pour moi, Saint-Simon est une lecture permanente. Qu'est-ce qui est beau dans Saint-Simon ? C'est la phrase avec cette triangulation de verbes, mais les personnages qui surgissent, et à peine ils surgissent là, dans l'instant où Saint-Simon les croise, qui partent en marche arrière, parce qu'en général, ils viennent de mourir, enfin en tout cas, Saint-Simon, c'est pas qu'il fait des flashbacks, il reprend pas le passé pour revenir là, il prend là, tout de suite, là, dans le moment, et il repart vers l'arrière, et il y a une manière de faire surgir ces personnages presque en 3 dimensions, déambulation dans le livre, et c'est de là que c'est venu. Alors le mot Chandernagor, je sais pas, peut-être à cause justement de ces noms de villes, villages, qui étaient pour moi très... J'en avais jamais entendu parler. Rosulte, ou Rosu, R-O-S-U-L-T. Certainement les eaux, oui, mais Rosu, non. Et les autres, je les ai déjà oubliés aujourd'hui. C'est ma honte vis-à-vis des gens qui habitent là. Et Valenciennes, bon, c'est bon, là, j'y suis. C'est une petite ville avec toutes des petites ruelles de briques, des entrelacis. Là, je suis à un hôtel qui s'appelle Hôtel Notre-Dame, au 1er étage. Là, c'est une vue vaguement sur cour, mais je me retrouve exactement comme à Cergy. Et si j'ouvrais cette série, alors est-ce que ça s'appellerait caractère, portrait? J'aime bien le mot caractère, comme La Bruyère. Le nom qui m'était venu, c'était Philippe Chandernagor. Et Philippe Chandernagor, je l'ai connu en arrivant à Civray, petite ville du sud de la Vienne. En cours, j'avais fait le 1er trimestre là où on était en Vendée, et donc ça devait être vers le creux de l'année, en février. On s'installe à Civray, dans la Vienne, et là, c'était pas le collège, on était déjà immergé totalement dans le lycée, un lycée qui reste très présent, même dans les rêves, parce que maintenant, aujourd'hui, ils ont cassé les murs, mais c'était une cour close, c'était... bon, ça reste extrêmement présent, et dans cette classe de 6e, on était dans un de ces petits baraquements qu'on appelait les baraquements paillerons à l'époque. Et c'est là que je suis devenu très très proche rapidement de Philippe Chandernagor. Alors, il y avait cette curiosité, moi, mon nom, Béouen en 3 lettres, et lui, Chandernagor. Et tu cherches dans l'histoire, les géographies, et c'est waouh, la France qui avait fait ses comptoirs, Pondichéry, Chandernagor, on disait ça dans un seul mot. Ça m'impressionnait beaucoup. Lui, il était fait, il habitait son nom, il n'habitait pas ce Chandernagor tout à l'autre bout du monde. Je ne pense pas qu'il y soit jamais allé d'ailleurs. Et une autre chose qui nous rapprochait, c'était les trajets. Ça a continué jusqu'à la fin de la 3e. Je ne me rappelle plus trop ensuite la seconde, probablement la seconde aussi ensuite, mais ça, là les souvenirs s'en vont. Bon, enfin, en tout cas, la moitié de la 6e, 5e, 4e, 3e, probablement seconde, mais avec une relation qui commençait à se distendre. Il y a eu 3 années extrêmement denses où c'était mon meilleur ami. Mais c'est pas facile les amis à distance. Et c'est pour ça aussi que je voudrais reprendre cette idée de caractère ou de portrait. Et, on avait ça de commun. Pourquoi on faisait le même trajet? Parce que dans ce vieux centre-là de la toute petite ville, Civray, il y avait la place d'Armes, qui s'appelait maintenant place du Général Leclerc. Il y avait cet entrelacement d'îles de la Charente, cette présence de l'eau là, qui était vraiment insistante. Cet écart aussi. Et même Poitiers aujourd'hui, pour 25 minutes, tu y es en voiture. Mais à l'époque, tout était loin. Par contre, la ville était complète. C'est pour ça que c'est cette histoire de commerçants. Alors, il y avait, en 68, on l'a bien compris, les ouvriers de l'usine de Soc à Charrue, maintenant bouteilles de gaz, qui, quand ils descendaient là, centre-ville, avec les drapeaux rouges et les drapeaux noirs, les commerçants baissaient le rideau. Tu avais encore sur cette place d'Armes, où je racontais entre 13h et 14h, après le repas, le pharmacien, l'archevêque, Gardès, le pharmacien s'appelait Guinaud, l'archevêque je ne sais plus, le marchand de vêtements Gardès et l'horloger Loget qui arpentait la place comme si cette conférence quotidienne des notables. Alors qu'est-ce qu'ils se disaient, j'en sais rien. Et il y avait une petite rue, toute tarabiscotée, rue du commerce. Il y avait un marchand d'armes et de pêche, il y avait un marchand de peinture, Gazonneau, il y avait un marchand qui s'appelait Pantaléon, et il vendait le linoléum. On avait refait notre vieil appartement avec du linoléum. J'ai encore l'odeur. Il y avait la quincaillerie
quincaillerie Chandernagor. Et nous, le petit garage, il était installé, l'ancienne entrée, il y avait encore des anneaux de cheval, parce que c'était autrefois, longtemps, le relais de l'ancienne poste. Le garage s'était installé là, bien avant nous. Et on avait ça, et même, je me souviens que en passant par le grenier de chez moi, il y avait des murs, alors les gros murs de pierre, tu as quand même 20 cm en haut, ça penche, ça boite. Mais on arrivait avec Chander à se rejoindre d'une maison à l'autre en passant par le haut des murs, là, qui rejoignait l'arrière de la rue du commerce, au-dessus de jardins, plus ou moins des potoirs, tout ça. Enfin, en tout cas, on avait cette jonction directe. Alors, meilleur copain, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me revois des heures et des heures dans la petite chambre de Chander. Ce que j'ai encore, c'est traverser la quincaillerie, parce que chez lui, comme chez nous, il fallait traverser le commerce pour entrer dans l'escalier, là, qui menait à l'appartement au-dessus. Il avait un frangin qui avait l'âge de mon propre frangin, les deux d'ailleurs étaient, je pense, amis aussi. Et qu'est-ce qu'on faisait dans ces heures? Alors, forcément, il y avait la lecture, je ne sais pas trop ce qu'on se passait comme revue, comme truc, comme magazine, on se les échangeait, mais je pense que ça comptait. Il y avait discuté, je sais qu'il avait déjà un électrophone bien avant moi, on écoutait des disques, et il y en a un troisième qui est venu. Alors lui, il habitait plus haut, justement vers les usines, mais alors lui, c'était un Parisien. Alors j'ai une famille qui s'était installée là, il s'appelait Paillet. Lui, par contre, j'ai plus le prénom. Peut-être justement ces vidéos vont me permettre là, de refabriquer des choses comme ça. Et, donc on était souvent là, nous trois. Et bon, c'est l'âge, 6e, t'as 11 ans, et mes 68, j'en avais 15, mais on était tellement à l'écart. Et donc c'est sur une période de 5 ans, on devient adolescent, on accède à l'adolescence, on s'installe dans l'adolescence avant d'y être réellement. Ils avaient du poil qui poussait plus vite que moi aussi, mais ça c'est pas important. Et puis, qu'est-ce qu'on faisait là dans ces pioles, j'en sais rien. J'avais un autre îlot de relations, c'était un foyer des jeunes ouvert par un gars qui s'appelait Jacques Bernier en dessous l'école primaire, et là on avait une table de ping-pong, un baby-foot, un frigo avec un cacolac, un magnétophone où on proposait des compiles de chacun avait à charge là d'acheter tel et tel disque, et c'était peut-être Étienne Arlot, j'en parlerai aussi. Mais non, là je me tiens à ceux qui ne sont plus. Donc avec Étienne, quand je ferai caractère portrait, ce sera plutôt, peut-être c'est disparu qu'on a en commun. Et ça m'emmène dans quelque chose long, ça m'effraie un peu, mais ça me paraît, tu sais, quand tu t'embarques dans une tâche et que tu sais qu'elle t'est nécessaire, que finalement intérieurement, tu n'as pas le choix, parce que si ce truc existe, là c'est carné, et tant pis si c'est pour 20 personnes, c'est parce que toi, tu as besoin de le faire, là. Et ça pourrait être un livre. Hier, cet échange avec personne, enfin, un couple même que je respecte énormément. Elle disait, c'est ma 10e année, ça fait 10 ans pile, mon premier livre. Et moi, je comptais, moi je dis, j'en ai 40. Et elle me dit, mais tant que tu as encore le plaisir à écrire. Et là, tout d'un coup, j'ai eu ce truc aussi. Justement, j'étais dans le train. Et se dire, peut-être mon plaisir, là, c'est ça, là, maintenant. Parce que c'est le moteur ou le rouage de l'écriture. Alors, Chander. Donc, on traversait la petite quincaillerie discrètement. Et je saluais sa mère. Sa mère, elle faisait la caisse. Le père, il avait une grosse blouse bleue, là, puis c'était les rayons, tout le truc, des commerçants. Et puis, on montait l'escalier par l'arrière, on arrivait là dans l'appart. Alors, je me souviens d'aucune pièce de l'appart. Je filais directement sur la chambre du copain, et puis là, c'était 2 heures, 3 heures. Et donc, avec l'autre bande du foyer des jeunes, là, Étienne, lui, c'était le vélo, les trucs, mais moi, j'étais pas physique comme ça. Alors, je me souviens, par exemple, que Paillet, d'abord, jouait de la guitare. Il jouait plutôt de guitare classique. Je le vois entre ses jambes comme ça, mais à partir de là, c'est lui qui amenait les disques de rock. Eddie Cochran et tout ça. C'est la génération d'avant le pop. Il y avait déjà les Beatles, mais Beatles et Rolling Stones, là, c'était côté foyer des jeunes. Eux, c'était, non, si t'es puriste, t'écoutes Little Richard, Jerry Lee Lewis. Ça ne veut pas dire que nous, on les connaissait pas de l'autre côté.
Mais Eddie Cochran, par exemple, pour moi, c'est Payet qui avait ces petits 45 tours, et on les écoutait. Et c'était comme ça, et Payet avait commencé à explorer ça avec sa guitare. Et je revois Chandert explorant aussi, acheter une guitare, il y avait ce côté du privilège social. Puis moi, je parlais l'autre jour à propos de ce livre musicien, c'était le violoncelle, que le violoncelle aurait pu faire une excellente basse avec eux, ça m'est pas venu à l'idée, mais de toute façon, pour moi, c'était déjà l'écriture, la lecture. C'est là-dessus que je vais finir la vidéo. Alors après, avec Chandert, dans les années lycée, moi j'étais interne à Poitiers, Camille Guérin, je ne sais plus où il était, peut-être qu'il était resté à Civray, après il y a eu la fac, là, la relation s'est interrompue, et pourtant, quand on revenait l'été à Civray, il y avait toujours des moments où on se retrouvait, et c'est là où je voulais en venir, c'est-à-dire, ensuite il y a eu une longue absence, et puis comment c'est revenu, comment le contact s'est fait, est-ce que c'est même directement par lettre, est-ce que c'est par mon site, je crois simplement plutôt un email par le site, il n'a jamais été sur Facebook, ou alors peut-être il a été un temps bref sur Facebook, je crois que c'est plutôt ça. Message, Chandert, j'ai compris que tu habitais à Tours, j'y viens de temps en temps, ma fille y vit, et puis il avait un boulot, alors son boulot, là maintenant je ne saurais plus trop dire, c'était dans les périphéries médicales, les appareils, donc il travaillait pour des entreprises de matériel médical et il visitait soit les hostos, soit les labos, c'était ça en gros son métier, bon, c'était comme ça. Et quand tu te retrouves là, donc 96, ça devait être le début des années 2000, il y avait cette double chose. D'une part, tu te retrouves comme en 6e ou en 3e. C'est-à-dire, immédiatement, cette espèce d'intimité, elle est là, elle est totale, et en toi, il y a cette part-là du passé qui n'a pas bougé, et tu rejoins l'autre par ce même... comme si les deux descentes avec le tunnel, là, fonctionnaient en court-circuit. Et pourtant, ce qu'il y avait, le fait que moi j'ai jamais exercé de salariat, de métier, c'était juste les bouquins, l'écriture, un truc où tu le vois là ici aujourd'hui, le creusement, le doute, l'inquiétude, c'est ça qui continue. Et quand tu es dans cette vie salariée, est-ce que tu peux la lâcher? Est-ce que tu peux pas la lâcher? Est-ce que tu as envie de lâcher? Est-ce que tu lâches? Et est-ce qu'il y a quelque chose où tu as le même bonheur ou la même volonté? Ou est-ce que ça vaut le coup de continuer ça? Donc je sais qu'il avait beaucoup de voyages en train, il y avait ce côté. Peut-être que je me trompe. Il était divorcé, sa fille était maintenant étudiante, puis sa fille, elle ne devait plus être étudiante à Tours. Là encore, Chandert, t'es devenu où? T'es où, Chandert? Et se dire toujours, il y a bien un moment où tu le verras là, qui reviendra le Chandert, hein, puis on reprendra la discussion là où on en était. Puis l'an dernier, c'est venu encore par un autre biais, mais là je ne vais pas rentrer parce que ça nous emmènerait trop. Tu sais que Chandert est mort. Et c'est là pour moi où il y aura ce fil là où que intérieurement, je sais que je me dois d'explorer. J'en ai su très peu. Chandert, donc il avait 1 an de plus que moi, il est de 52 parce que moi j'avais 1 an d'avance. Et donc c'est pour ça aussi probablement des choses là de difficultés sociales, de séparation par rapport à ça va revenir avec les portraits là, parce que j'ai déjà des listes là qui viennent, et besoin là, de faire ça. C'est pour ça que je suis content que ce soit pas sur ma chaîne principale. Il faut que ce soit ici, dans le petit écart. Et Chandert s'était donc donné la mort il y a 2 ans, donc l'amie lointaine aussi, mais qui m'envoyait l'information. Est-ce que tu peux en savoir plus? Est-ce que... Alors, retrouver le frère de Chandert, je voyais qu'il habitait Toulouse, mais on ne s'est pas parlé depuis 40 ans, ce truc. Et c'est une famille, les Chandert-Nagor, il y avait son oncle qui avait été député socialiste, là, dans la Nièvre, et la fille de cet oncle, donc sa cousine, mais qui est un peu plus âgée que nous, était de 45. Simplement, elle a son visage, qui était aussi très troublant. Françoise Chandert-Nagor, écrivain de la haute, de l'Académie Goncourt, ça fréquente pas la Valtaille comme je suis, je n'ai même pas ses coordonnées, son adresse, je ne pouvais pas écrire là, à Gallimard ou je ne sais pas où elle publie, pour dire, et malgré tout, j'ai retrouvé
son ancienne compagne. Là, je me suis permis d'écrire. Et elle, évidemment, la distance était prise, lointaine. Et ce qu'elle me dit, mais voilà, l'email de ma fille, parlez-lui. Et là, se dire que peut-être même, justement, pour la fille de mon copain Philippe, Chandernagor, peut-être que cet échange que je pourrais avoir, que j'aurais pu avoir, et puis j'ai laissé traîner, tu laisses un mois, 2 mois, puis après tu dis non, c'est plus cohérent, donc tu le fais pas, peut-être que là ça se fera, j'en sais rien. Puis quoi dire, quoi faire, c'est peut-être à faire toi, il y a une espèce, pas d'égoïsme, mais ta propre tribu, qu'est-ce qu'elle compte, donc j'ai pas envoyé de message, c'est pas pour dire quoi, savoir quoi, qu'est-ce que ça peut faire, les détails de ça. Chander était mort, la fille, peut-être qu'elle a probablement sa vie, elle aussi, elle a son deuil en plus. Et ça reste là, juste j'ai appris autre chose, c'est que le père de Chander, ça m'est venu par un autre canal, peut-être par justement mon frère Pierre, le père de Philippe, il est mort. Lui, sans se suicider, mort. Mais il est mort le lendemain du suicide de son fils. Et avant de finir, parce qu'il y a encore une autre dernière petite chose, c'est cette conjonction. Bon, moi, mon père est mort en 2001, donc je ne suis pas ce truc-là. Mais dire, le père qui cesse, qui s'arrête le lendemain du suicide de son fils, suicide duquel je sais rien, et je ne saurais pas plus. Et je crois que c'est ça que je porte et qui fait que le tremblement en soi, la présence du mort, il est là parce que le mort s'est dédoublé avec la mort de son père juste à l'arrière, qui devait être âgé, forcément, le père. Mais il ne peut pas se séparer de ça. Et la dernière chose, c'est que moi je me souviens très bien quand j'ai acheté mon Kafka, le château. C'est la première fois que j'étais seul à marcher dans Paris. J'avais 17-18 ans, j'avais eu l'opportunité de faire un stage en Allemagne. Et puis au retour, donc entre la transition, descendre de l'avion, c'est une petite caravelle qui faisait Paris-Cologne, c'est pas loin, mais c'était comme ça. Descendre. Et là, avoir quelques heures de battement pour aller prendre le train, là encore seul, et marcher rue Saint-Germain-des-Prés, boulevard Saint-Germain-des-Prés, parce que je voulais voir des librairies. Je suis entré dans une librairie d'échecs que j'ai retrouvée dans le livre de Jean-Philippe Toussaint. Et puis je suis entré dans ce qui est maintenant devenu la librairie Payot. Je ne suis même pas allé dans les grandes, la Une, etc., qui existaient déjà. Et là, moi qui avais lu déjà Kafka, le procès, une bonne part des nouvelles accessibles en poche, là je trouve une grosse édition du Château. Je me suis acheté le Château, là c'est un gros livre épais. Et là, on s'est revu avec Chander comme on se revoyait, et je lui ai dit, il faut que tu lises ça. Et je lui ai prêté le Château, et 20 ans après, quand on s'est revu à Tours, je lui ai dit, est-ce que par hasard, tu aurais toujours mon Château? Il avait même plus souvenir du prêt. C'est étrange, c'est quelque chose qui, toi, te change ta vie et te donne le puits central qui organise ta vie parce que tu aimes l'autre. Et on n'était plus dans cette adolescence, tu étais déjà dans pas d'à côté. Tu lui dis, tiens, ça tu devrais. Et je me dépossède de mon Château de Kafka, je lui laisse parce que pour moi le retrouver c'est juste une affaire de semaines. Et quand tu le retrouves 20 ans après, non, tu t'aperçois que ça n'a pas existé pour l'autre, alors que ça continue d'exister pour toi, mais tu n'as plus la trace matérielle. Et en même temps, c'est ça qui t'a amené au livre. Et quand il y a le suicide après, tu te dis, ça, pourquoi il n'a pas lu le livre? Voilà, je voulais ouvrir une séquence là, dans ces carnets, qui s'appellera Caractère. Et vous savez, c'est 2 heures que je ruminais là, sans bouger, avant de me dire, allez, tu poses l'appareil,
Et tu le fais, là, parce que il y a si longtemps que tu n'as pas retrouvé cette espèce d'éphémère, de précaire, de l'occupation toute temporaire de la chambre d'hôtel, l'ordi sur la petite table,